You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Moi, je dis qu'Olivier, tu commences à parler en russe, puis que les personnes ne comprennent pas. Genre, c'est comme, c'est quoi, c'est qui ça? Genre? Ah oui, on parle en russe. À chaque début, à chaque cercle d'or, tu parles d'une langue différente. Le monde va être comme, c'est qui lui, man? Non, ça fait fucking show off, j'aime pas ça. Non, c'est une blague. All right. Ben, écoute, bonjour à tout le monde qui va nous écouter en live ou bien en rediffusion sur le podcast Jason Business. Yes. Donc, encore une fois, Mathieu, Olivier, Anthony. Il manque Alexandre qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on va quand même avoir une belle discussion. Donc, le plan d'aujourd'hui, on va discuter de l'actualité entrepreneuriale. Donc, Olivier a trouvé des choses très intéressantes qu'il va nous présenter. Après, on va chacun vous présenter un livre qu'on a vraiment adoré. Donc, encore une fois, relié à l'entrepreneuriat. Après, on va annoncer le gagnant du e-book. Puis, on va finir, et puis à chaque fois, ça va être ça, là, on va mentionner un nom de ressources en entrepreneuriat qui peuvent vous aider pour partir votre projet, vous financer ou bien juste pour vous aider à démarrer, par exemple, créer un plan d'affaires. Donc, avant de rentrer dans l'actualité, on va juste commencer par comment allez-vous et quoi de neuf depuis les 2 dernières semaines? Il s'est passé quand même beaucoup de choses, j'imagine. Donc, Anthony, puis après Olivier. Ouais. Ça va très bien, merci Mathieu. Comme vous savez les deux, je suis en démarrage de mon agence marketing. Ça va super bien avec mon partner. On fait un gros exercice de plan d'affaires dans notre cours. Puis on s'est dit une pierre deux coups, on va le faire pour notre entreprise, nouvelle entreprise. Donc, on développe ça, on brainstorm des nouveaux noms d'entreprise. En fait, cette semaine aussi, on va commencer à filmer notre première vidéo promotionnelle pour promouvoir nos services. Donc, ça va être très cool. Je me suis commandé des chandails manches longues, puis on va imprimer notre nom là-dessus pour que ça soit encore plus branding. Fait que non, ça s'enligne super bien, ce beau projet-là. Je suis content de ne pas être tout seul pour une fois, de démarrer un projet tout seul. C'est différent. Oui, mais c'est ça. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les dernières discussions, dans le fond, tu lançais Vézina Media, mais à la base, c'était ton nom de famille puis tu voulais être seul. Donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée puis de dire, OK, je vais décider d'avoir un partner pour m'aider et pour créer l'entreprise ensemble? J'ai rencontré Jérémy, mon partner, ça fait longtemps qu'on se connaît depuis le primaire. Puis on s'est suivi, on s'est perdu de vue. Puis après, dans nos vieillis, je l'ai interviewé pour mon podcast. Puis dans le fond, j'ai rencontré un peu son entreprise. Puis j'ai discuté un peu que je débutais en agence marketing. Puis on s'est dit, pourquoi on ne peut pas juste mixer nos deux offres de service qui est de créer du contenu de mon bar, puis lui de créer du contenu, puis lui c'est de faire de la vidéo puis du photo, d'offrir vraiment comme un service un peu 360. J'ai vraiment le terme de l'UT, là, on va commencer à l'implanter dans notre entreprise de marketing 360. Fait que non, c'est un peu ça. On s'entend super bien aussi, comme autant amis que professionnellement. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça, cette année-là, de travailler à deux. Très cool. Moi aussi, justement, je suis en train de créer mon entreprise. Là, que ça fait déjà longtemps qu'on travaille dessus, mais officiellement, là, qu'on veut officialiser au niveau légal et tout. Là, puis j'étais avec mon cousin, puis je pense que on se complète vraiment nos forces. Lui, c'est au niveau de la technologie. Moi, c'est au niveau de tous les business marketing. Puis, quand je suis down, lui, il est up. Puis le contraire aussi, c'est ça. Puis de tout le temps avoir quelqu'un pour partager tes réussites, c'est le fun. Puis partager aussi les choses qui vont moins bien. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Donc, moi aussi, j'ai décidé d'être deux dans l'aventure. Puis on attend justement nos vestes. Oui, ça sent bien. Donc, c'est le fun qu'on ait pu collaborer ensemble pour avoir de la merch pour notre entreprise. Ça, c'est très cool. Sinon, Olivier, toi, comment ça va? Ça va sur mute? Ça va sur mute. Excusez-moi, je ne voulais pas qu'on entende mes cliquetis de partage. Okay. Ça va. Justement, une des raisons pourquoi est-ce qu'on fait le live un peu plus tard, c'est parce que j'étais en meeting avec un nouveau client. Donc, ça va. On a changé un peu notre mentalité avec Handshake au courant des dernières années. Puis surtout, au courant des derniers mois, on a décidé d'offrir notre service encore et toujours à ceux qui en ont le plus de besoin. Mais on a décidé d'offrir plus efficacement, en fait, notre service. Parce que là, présentement, recule quelques mois, on dépensait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis beaucoup d'argent aussi sur des
des projets qui nous rapportaient très peu, juste parce qu'on aidait des entreprises qui n'avaient pas, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Ouais. Puis ben là, on a scindé notre offre de service en deux. Donc, tout ce qui est des entrepreneurs en démarrage qui n'ont pas un très grand budget, ben eux, on essaie de les diriger pour de l'auto-apprentissage, puis on fait de la formation au lieu de faire des prestations de service. Puis tout ce qui est la prestation de service, on l'offre à ceux qui ont un peu plus de budget. C'est poche parce que c'est pas ça le but de ce qu'on voulait au départ. On voulait vraiment aider les entreprises qui étaient dans le besoin, mais malheureusement, la réalité fait que c'est pas viable, du moins au niveau de notre entreprise présentement. Mais ça va bien. Les chiffres continuent à monter, fait que ça va. Fait que Ouais, puis en même temps, Olivier, tu sais, t'es mieux de. C'est quoi l'affaire que le monde dit? T'es mieux de montrer à quelqu'un comment pêcher que lui donner un poisson. Fait que, tu sais, avec les petits entrepreneurs, t'as beau le faire pour eux, mais tu sais, moi aussi, j'accompagne avec mon travail des entrepreneurs, puis ils veulent le déléguer à tout le monde, mais à des personnes, mais ça peut coûter cher mensuellement. Ou bien, tu sais, tu peux le déléguer, mais être capable d'en faire une partie, tu sais, de juste te filmer, de dire comment, le matin, comment se passe ta journée, de parler de qu'est-ce qui te fait chier, c'est quoi tes défis, etc. Juste ça, c'est du contenu qui peut intéresser ta communauté, puis tu n'es pas tout obligé de déléguer à une entreprise. De savoir, de connaître la base, je trouve que c'est essentiel pour un entrepreneur. Donc, c'est bien que tu démocratises un peu ça en faisant des formations. Je trouve ça très cool. Ben, fun fact qu'on ne dit pas assez souvent, on parle souvent là, des bons points de l'entrepreneuriat, puis comme quoi est-ce que tout le monde est capable de faire ça comme job. Mais il faut garder en tête, là, il y a 5 à 10 des entreprises qui vont être créées, puis que durant la même année, ils vont fermer. C'est quand même beaucoup. Ouais. Puis, pire que ça, dans les 5 années suivant la création de votre entreprise, il y a 90 à 95 des entreprises qui ferment. Fait que quand tu dis, c'est surtout ça là, qui a été notre déclic, on s'est dit, on gaspille. On prend beaucoup de temps, qu'on investit beaucoup de notre temps, beaucoup d'argent sur des personnes qui, leur entreprise ne va pas nécessairement grow up dans les prochaines années. C'est dur d'avoir ça comme information, mais c'est vrai. Il y a peut-être là, on est rendu à une centaine d'entreprises qu'on a aidées. Sur la centaine d'entreprises, il y en a peut-être comme une ou deux qui a vraiment réussi à percer. C'est pas nos services, c'est pas eux autres, c'est en général, il y a plein de facteurs qui font en sorte que les entrepreneurs, ça passe ou ça casse. C'est vrai. Très bon point. On romantise beaucoup aussi l'entrepreneuriat. C'est beau, c'est pas en affaires, mais le pourcentage des gens qui réussissent vraiment, il faut être réaliste aussi. Oui, puis il ne faut pas juste se fier aussi, tu sais, un moment donné, on avait une discussion en privé avec Nicolas Duvernois, puis où il y avait aussi une autre vidéo que j'avais vue que les entrepreneurs, souvent, on se fie, on dit « Ah, l'entrepreneuriat, c'est beau » parce qu'on regarde l'émission Dans l'œil du dragon, on regarde l'entrepreneur avoir leurs 2 minutes de gloire, puis d'avoir, tu sais, ça dit tout le temps au début « Ah, suite à leur passage à l'émission Dans l'œil du dragon, ils sont passés de 4 000 à 50 000 de ventes par mois, etc. Puis comme, wow, j'aimerais être à leur place. Mais ouais, mais ça fait peut-être 3, 4 ans, 5 ans qu'ils sont en train de struggle, puis que peut-être que même avec beaucoup de ventes, ils sont quand même dans le jus, qu'ils travaillent 95 heures semaine. Tu sais, que tu n'as pas nécessairement tout le temps une bonne conciliation travail, vie familiale, vie sociale, mais ça, c'est pas ça qu'on voit. Puis c'est normal aussi, si tu mettais tout le temps les côtés négatifs de l'avant, peut-être qu'il y aurait moins d'entrepreneurs, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Il ne faut pas qu'il y en ait trop aussi, mais un des commentaires que j'avais déjà entendu, un conseil, c'était de cultiver sa naïveté entrepreneuriale. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que si tu cultives ta naïveté, c'est que tu vas tout le temps y aller en sachant que ça va être difficile, mais tu te dis, bon, je vais le faire et tout, puis c'est ça qui te pousse à y aller parce que si dès le départ, tu savais que c'était difficile puis que tu connaissais les statistiques puis tu étais déjà défaitiste, mais tu le ferais juste pas. Mais là, en disant, peut-être que j'ai des chances de réussir ou je vais le faire, ça va être facile ou autre, c'est pas vrai à 100%, mais si tu essaies de cultiver ça, là, c'est ça qui va peut-être te permettre d'essayer au moins au lieu d'arrêter à la première obstacle. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc voilà, puis
sinon, moi, niveau personnel, ça se peut que je parle un peu du nez. Là. J'ai eu j'ai la COVID présentement, donc je vais essayer de survivre pendant ce podcast, mais c'est moins pire déjà après 2 jours. Là, donc voilà, donc on peut parler maintenant d'actualité. Donc, on va commencer par la fameuse actualité de Olivier. Donc, je ne sais pas si tu peux share ton screen, donc qu'on puisse parler de ce que tu as vu. Oui, donnez-moi juste un instant, il faut juste que je retrouve. Voilà, OK, ça, je l'ai. Parfait. Fait que le host is disabled the participant screen sharing. Ah, OK. Ça s'en vient. OK, ça devrait fonctionner. Yes, ça fonctionne. Parfait. Fait que juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Je le confirme. OK! Bien. Fait que, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est notre bon ami GSP. GSP, je vais être honnête, mais je vais me garder une petite réserve parce que je n'ai pas envie de me faire briser la face pour ce vaillant jeune homme. Dans le fond, pour faire un petit historique, vous l'avez certainement vu dans le Bye Bye, si c'est quelque chose que vous écoutez. Mais dans le fond, GSP a pris récemment beaucoup de contrats avec différentes entreprises pour faire de la promotion. Il est devenu ambassadeur de plusieurs marques. Et suite au Bye Bye, on peut voir que Vincent d'Amérique a décidé de faire affaire avec George. Donc, moi, ce que je trouvais qui ne fitait pas, je l'ai envoyé au gars, puis je leur ai dit qu'on me sacre dehors le VP marketing de Vincent d'Amérique parce que c'est vraiment pas smart d'avoir utilisé GSP comme image. Je vais essayer de vous résumer ça de manière concrète, puis je vais vous prouver que j'avais raison. Fait en premier lieu, quand on fait de la promotion, là, on essaye de rarement utiliser des trop gros chiffres pour des trucs de commodité réguliers qu'on va acheter, des vêtements. Moi, je le considère un peu comme des achats routiniers. T'sais, on n'en achète pas à chaque semaine, je vous l'accorde, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement de luxe. On ne va pas aller s'acheter du Supreme à chaque 2 semaines. Puis par rapport à Vincent d'Amérique, c'est pas... En tout cas, je ne connais pas plus qu'il faut la marque, mais de voir 60% de rabais, ça me dit que ce n'est pas nécessairement une marque de luxe. C'est ce que j'en prends comme information. Fait que libre à vous d'écrire dans les commentaires, Olivier, you're wrong. C'est Vincent d'Amérique, c'est comme un Simons, puis tu vas payer quand même très cher pour tes trucs, ou c'est average. Mais 60% de rabais, ça clash un peu avec l'aspect de luxe qu'ils essayent d'obtenir avec GSP. Puis c'est le premier élément que je trouvais qui était weird. Tu ne veux pas donner l'impression que c'est quelque chose à bon prix, puis d'utiliser l'image de marque de GSP qui a l'air de porter quelque chose de luxe. Enlève le 60%, on dirait que c'est des vêtements de luxe, puis tu peux t'attendre à payer le gros prix pour ça parce que même GSP, il porte ces vêtements-là. Donc, quand on fait affaire avec un influenceur, le but, c'est d'aller chercher les qualités de cet influenceur-là pour les attribuer à votre produit. GSP, moi, ce que je connais de lui, c'est que, OK, il porte des vestons dans ses sorties, donc il s'habille bien, il représente un peu le luxe, il se bat, puis il est sympathique, il est apprécié des Québécois. Là, tu viens mettre un 60% de rabais sur la face de GSP. Fait que ce que tu envoies comme message, c'est GSP, il vaut quelque chose en rabais. Fait que c'est pas la meilleure utilisation que j'aurais faite de GSP. Moi, je l'aurais plutôt utilisé juste pour faire du branding complètement, juste pour faire une campagne de pub de notoriété. Enlève le 60% de rabais, fais juste garder GSP, sa pose est parfaite, là, on ne va pas juger la photo ou quoi que ce soit. L'image, ça va. Vente de fin de saison, sac-moi ça au vidange parce que GSP, il ne s'habille pas avec des trucs de fin de saison, il s'habille avec des trucs qui sont high class. Puis là, vous vous dites, OK, Oli, t'en rajoutes un peu. Je ne penserais pas vraiment que le VP marketing ait fait quelque chose. Il n'est pas dehors. I beg to differ. Si vous vous rendez sur la plateforme
de Facebook, le Ad Library. Vous pouvez voir toutes les publicités qui sont en cours pour une entreprise, puis vous pouvez voir d'autres publicités qui sont passées pour les organismes ou ceux qui n'ont pas le choix de les laisser là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les publicités en date du 14 février. Est-ce que vous voyez un GSP à quelque part? GSP n'est plus là. Ben, GSP n'est plus là. Puis, ben, ça vous prouve que ce n'était pas le bon fit. Si vous voulez faire vente de fin de saison, tu enlèves le visage de la personne, puis tu mets l'accent sur le rabais. Tu ne mets pas l'accent sur la personne qui était derrière. Puis, ça clash un peu. Là. Tu ne veux pas aller chercher la notoriété de quelqu'un pour ensuite vendre ton truc à rabais puis vente de fin de saison. Tu veux écouler ton stock. Tu ne veux pas aller chercher quelqu'un avec la notoriété parce que ton stock, il ne reviendra pas de toute manière. Et si je peux rajouter, Olivier, vente de fin de saison, ben, GSP, c'est quoi? Techniquement, il est en fin de saison. Peut-être même qu'ils ont essayé de faire un lien avec ça vu qu'il ne se bat plus. Fait que si c'est voulu de faire un lien avec fin de saison, GSP qui est en fin de saison, qui est à sa retraite, c'est selon moi un jeu de mots, quelque chose de pas bonne nature. C'est ça, je voulais dire tantôt. Je ne voulais pas te couper, mais c'est un mauvais. Dans la fin de saison, t'as beau qu'il prenne sa retraite, peu importe. Là. C'est comme si tu disais qu'il est rendu un nobody. Il s'est fait battre, genre, fin de saison, ça finit là, puis on offre des rabais de fou. Genre. Ça ne fit pas avec l'image de GSP qui ça projette son image. Exactement. Fait que c'est ça que je voulais dire. Vincent d'Amérique, je m'excuse d'avance. J'espère que votre VP marketing se porte bien. Mais c'est ça. Au moins, on va féliciter le fait qu'ils ont su retirer à temps ce qu'ils avaient fait avec GSP. Ils ont rectifié le tir. Puis je trouve que présentement, ce qu'ils font comme publicité, ça fit plus avec le message qu'ils veulent envoyer. On ne parlera pas de ça parce que je trouve que c'est probablement du shopping. Là, mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé la technique Trump, de parlez-en en mal, mais parlez-en. C'est ça aussi, dans le sens que maintenant, le monde, il voit ça, il dit des commentaires négatifs, mais le monde, il en parle. Fait que je me dis, est-ce qu'une publicité est bonne dès que ça fait fureur, même si c'est négatif? Je me dis, au moins, si son but, c'était qu'on en parle, mais là, il a réussi. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait un petit 5 minutes. Fait que si c'était ça, son but, de mettre Vincent d'Amérique sur la map pour qu'on en parle avec I Guess qui ont réussi, mais en même temps, c'est sûr que c'est bien aussi de parler positivement d'une marque, là, puis de ne pas avoir de choses comme ça qui se passent. Je suis d'accord avec ton point. Mais l'affaire, je pense pas que c'était prévu comme ça. Moi, j'ai l'impression que, je dis VP marketing, mais la personne qui était attitrée à ce projet-là, j'ai l'impression qu'il s'est juste dit, il a reçu peut-être du grand boss, il faudrait qu'on fasse un partenariat pour augmenter notre image de marque. Puis, il faut stimuler les ventes de fin de saison. Fait que lui, il a fait, OK, on va aller chercher quelqu'un de connu. Qui est-ce qu'on a réussi? Il y avait probablement une grande liste, puis ils ont réussi à avoir le deal avec GSP. L'affaire, c'est que ça a été créé un peu de manière broche à foin, puis le message ne s'est pas rendu de la bonne manière. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est oui, OK. Tu peux avoir une super grande notoriété, mais les gens, c'est comme Bell, OK? Tout le monde connaît Bell, mais c'est la compagnie la plus détestée au Canada. Est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que tu veux avoir une bonne image? Fait que moi, je me dis, tant qu'à y être, tu payes pour de la pub, profites-en. En tout cas, c'était la session de rant de Oli. Je pense que c'est intéressant parce que ça parle d'entrepreneuriat et de marketing. Puis les trois, on a aussi un background en marketing et tout. Puis c'est pour élire aussi la meilleure pub de la Saint-Valentin. J'ai mis dans le chat une photo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais ça, j'ai trouvé ça bien comique qu'une entreprise avec un petit post Facebook de 2 phrases. Oui, j'ai vu. Plus de 5000 likes. Là, dans le fond, c'est Canac, une entreprise qui vend des articles pour la construction, des articles de construction. Puis ils ont juste mentionné si vous avez perdu la clé des menottes, on ouvre à 8 heures demain. Bonne nuit. Donc, ça, fait que là, ça a pogné. Puis, c'est là que tu vois que le marketing, ça peut être aussi simple qu'une phrase, que quelque chose par rapport à l'actualité. Puis que, ça n'aurait pas fonctionné s'il avait fait aujourd'hui, mardi, le 15 février. Fait que, il y a une affaire en marketing que tu peux prévoir tes pubs, mais aussi les meilleures marques sont capables
de prendre les éléments ou prendre l'actualité, puis de rendre ça comme d'écrire quelque chose de drôle. C'est comme Poche et Fils, quand il se passe quelque chose ou quand c'est le Super Bowl ou whatever, ils créent une poche par rapport à cet événement-là. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant d'intégrer ça dans le marketing, de prendre en compte les faits, tous les événements qui arrivent qui sont quand même uniques. Donc maintenant, on peut passer sur la deuxième actualité, c'est de parler des NFT. Donc, on en a déjà un peu parlé dans le passé. Mais là, Olivier Primo, il a officiellement publié son NFT. On n'a pas la photo, malheureusement, mais c'est tout simplement une clé. Là, donc, une clé qui donne accès à plusieurs privilèges. Là. On ne connaît pas vraiment les détails, mais il va y avoir un coût fixe qui va donner accès à des avant-premières, à des privilèges. Et ensuite, ben, ce coût du NFT, ben, la valeur du NFT va augmenter. Donc, moi, ma question, c'est que pensez-vous de ça, que ce soit du NFT d'Olivier Primo ou des NFT en général? Donc, c'est d'associer, parce que j'ai aussi également vu une place qui avait vendu un petit bonhomme là, à 21 millions de dollars. Là. Fait que d'avoir un NFT qui a des valeurs au niveau des collectionneurs d'or versus un NFT où on peut accorder de la valeur, comme Olivier Primo, de donner des avantages de la vie réelle dans finalement quelque chose qui est fictif. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est sûr que ça a son utilité dans le monde des NFTs, mais je garde mon point que c'est très early, puis c'est beaucoup de spéculation, il n'y a pas beaucoup de valeur alentour de ça. C'est difficile de comprendre la valeur de ce qu'elle est si ce n'est pas physiquement. Là. Je veux dire, oui, il y a beaucoup de produits web. Les NFT, ça existe déjà dans les jeux vidéo depuis X nombre d'années, autant dans les skins de Fortnite que dans Roblox. Donc, ça existe déjà. Les gens achètent la monnaie virtuelle pour acheter des produits virtuels. Donc, d'implanter ça pour des influenceurs populaires, pour donner des accès privilégiés à leurs autres services ou produits. Je pense que c'est smart, puis qu'on rentre dans une nouvelle ère, par exemple. C'est juste que c'est nouveau, tu sais, fait qu'on rentre, comme un bébé, là. Ouais, Olivier, ouais, puis en parlant de bébé, je pense que Gary Vee disait que c'est comme un peu dans les années 2000 quand il y avait l'Internet. Ben, c'est un peu la même chose. Je pense que selon lui, j'ai pas la source, mais il dit qu'à un moment donné, ça va être tout du NFT. Genre, mettons que tu vas acheter ton billet pour aller voir l'Impact, ben, tu vas recevoir ce NFT parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécuritaire qu'un petit billet que tu peux physique ou whatever. Donc, c'est vrai. Il y en a qui pensent que ça pourrait vraiment faire partie intégrante de nos vies. Donc, Olivier, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, j'étais en train de rechercher parce que j'avais vu Ubisoft avait fait un NFT où voulait donner la possibilité aux joueurs d'utiliser des NFT, mais j'avais cru voir, je ne retrouve plus la nouvelle, fait que probablement qu'ils ont Ubisoft, ils ont continué avec le projet. Mais dans le fond, les utilisateurs avaient dit qu'eux autres, c'est peut-être pas ça qu'ils voulaient avoir, des NFT. Puis Ubisoft a juste tapé sur la tête de ses utilisateurs en disant non, vous voulez des NFT, trust us. Pour être totalement honnête avec vous, moi, les NFT, c'est encore quelque chose je suis vraiment genre un noob, on va le dire comme ça. Je m'y connais très peu, je connais vraiment la base de la base, mais moi aussi, j'ai encore de la misère à voir c'est quoi le potentiel. J'ai l'impression qu'on me parle de crypto-monnaie en 2005, puis que tu me dis genre le Bitcoin, c'est le futur. Mais genre, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on peut faire. Non, c'est pas vrai. J'ai vu, c'est Carrefour, je pense, qui ont acheté un land sur le Metaverse. Ça, je peux le voir, mais je ne vois pas, en fait, l'intérêt autre que de juste faire prendre la valeur à des trucs qui n'en ont normalement pas. Fait que pour les collectionneurs, je vois l'intérêt, mais pour le reste, je ne comprends pas c'est quoi vraiment l'attrait d'utiliser des NFT autre que de... Présentement, tout le monde ride the wave. Les influenceurs, ils créent des NFT, les compagnies se créent des NFT, mais je ne sais pas en quel point est-ce que ça peut nous aider dans le monde de demain, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment utiliser avec ça. Parce qu'on nous a dit aussi qu'on allait tout payer en Ethereum puis en Bitcoin dans les prochaines années. Il y a des trucs que, oui, on peut payer en Bitcoin, en Dogecoin, mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment faire? C'est ça, et ça fait du sens à certaines échelles, mais acheter des produits physiques, c'est ça, il y a quelques magasins dans le monde, mais à part de ça, c'est principalement des achats en ligne, tu sais. Puis même là, c'est limité, donc. Mais je pense que ça fait partie un peu de tous les défis des innovations technologiques. Tu as comme la courbe d'adoption, là, c'est tous les innovateurs, ceux qui sont un peu fous puis qui le font, puis après, tu as les adopteurs précoces, mais la grande majorité ne va pas le faire, ne va pas adopter ça
tant qu'il n'y a pas un peu tout le monde qui le fasse. Moi, c'est un peu ça. J'ai quelques amis qui investissent dans ça, mais je me dis, pour l'instant, j'ai pas assez d'expérience, je ne connais pas assez ça. Fait que c'est quelque chose qui est très volatile. Puis c'est pour ça que je ne fais pas encore confiance à 100%. Là. Moi, ça m'amène ce questionnement-là. J'ai vu passer quelqu'un qui avait acheté un appartement dans le Metaverse, 2000 US. Oui. Puis là, j'étais comme, OK. Où tu vas dormir? Ton lit virtuel, comment tu vas dormir sur quoi? Ton lit virtuel pour ton bonhomme virtuel. Moi, je ne vois pas comment on améliore notre société avec ça. Où est-ce qu'on s'en va? C'est plus comme un plaisir personnel peut-être d'avoir ça. Tu sais que la maison, on a besoin de ça pour vivre essentiellement, mais dans un monde virtuel, on a besoin de payer. En tout cas, c'est trop loin pour moi en ce moment, je pense. Je vais peut-être donner un exemple qui ne vous parlera pas. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va comprendre la référence dans les commentaires peut-être. Puis, s'il vous plaît, dites-le moi si c'est totalement hors champ, mais de ce que j'ai l'impression que ça s'enligne pour, mettons, le monde du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que Ubisoft met ça autant de l'avant? J'ai l'impression que c'est... ils veulent essayer de faire un market pour, mettons, les skins de personnages. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà joué à Counter-Strike. Ouais. C'est un jeu de guerre, un peu comme Call of Duty. Puis ce que vous pouvez faire, c'est acheter des skins, donc genre une représentation de votre arme avec un design différent. Puis chaque design a une valeur qui est dans un marché. Donc, vous pouvez acheter et revendre vos armes puis faire de la vraie argent avec ça. Je ne sais pas si c'est ça le but ultime qu'on veut faire avec les NFT. C'est de récolter plus de revenus pour Ubisoft en vendant des cosmetics. Mais c'est ça. Le Metaverse, d'acheter un appartement à 2000$, en soi, ça ne te sert à rien, mais si tu peux le revendre dans comme 2-3 mois pour 5 000, 10 000, 100 000, hell. Mais si c'est ça le but, je suis d'accord. Je pense qu'on peut faire un lien aussi, peut-être que vous allez trouver ça stupide, mais avec Club Pingouin. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi, écoute, je payais un montant, puis j'avais mon petit igloo, là, puis mon igloo, je ne le possédais pas, mais mon petit pingouin, je voulais qu'il soit confortable dans son igloo. Ben oui. J'achetais des équipements virtuels. Fait que je me dis, si le monde achète leur igloo, c'est un peu ça, c'est que tu achètes quelque chose de virtuel, tu show off, parce qu'éventuellement, si tu mixes le NFT avec le Metaverse, ben, le monde va pouvoir venir dans ton appartement. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord que si ton appartement, tu es capable de le mettre en 3D puis d'inviter du monde, bien, c'est logique que quand le monde va vouloir hang out avec leurs amis dans le Metaverse, qu'ils vont vouloir le faire dans des appartements qui valent cher. Fait que là, tu vas voir nous qu'on va être dans un petit 4,5 whatever, puis tu vas voir le Justin Bieber qui va avoir un penthouse avec une piscine. Nous, ça va pas être... Fait que ça va un peu comme répliquer, j'ai l'impression, la disparité entre les riches et les pauvres. Puis c'était ça un peu avec Club Pingouin. J'allais dans des igloos, puis il y avait plein d'affaires full cool. Des house parties de fou, d'étage. Il y avait plein d'équipements, plein de décorations. Moi, si je ne payais pas le member, j'avais mon petit igloo bien simple et tout, mais le monde, il show off leurs igloos qui vont faire. Je pense qu'il y a un concept que vraiment, même si c'est en ligne, le monde il aime ça, prouver puis montrer qu'ils valent plus que les autres, puis ça permet de rejoindre plus de monde parce que ton appartement que tu as ici à Montréal, ben, tu ne peux pas inviter tes amis du Maroc, de tous les autres pays. Versus ton appartement en ligne, si tu fais, mettons, tu fais des échanges étudiants, là, tu retrouves tes amis, tu pourrais tous les inviter virtuellement dans un appart en ligne. Fait que c'est une autre sorte d'utilité qu'on ne peut pas nécessairement, je crois, comparer encore pour le moment à quelque chose de physique. C'est pas la même game, c'est pas les mêmes avantages, mais c'est ça. Mais c'est weird. Est-ce que vous avez déjà essayé la réalité virtuelle, genre un Oculus Rift? Un casque, là? Ouais, OK. Mais moi j'en ai un, là, genre juste là. Dans tes poches? Puis, ben non, mais en dessous, en tout cas, dans mon ordi, là. Okay, mais ouais, non, c'est ça. Mais attends, je peux le montrer, là. Il est pogné un peu, attends, ça sera pas long. Hop là. Ça, moi, j'ai le Oculus Rift, la version 2. Nice. Dans le temps que j'étais un influenceur sur les YouTube, j'ai eu le droit à un micro rabais là, pour l'avoir moins cher. Et je m'étais dit, why not, c'est le futur. Pas tant. Je l'ai utilisé, c'est cool. Il y a des jeux qui sont nice, mais ça fait weird un peu. Là, comme
les gens qui sont, tu sais, qui font des rencontres, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le VR chat. C'est J'ai vu vraiment. une vidéo là-dessus, par exemple. Ouais. OK, ben c'est genre ça. Là. C'est des gens qui peuvent se rencontrer, tu choisis un avatar, blablabla, puis tu hang out avec tes amis. Mais c'est weird. Genre, les gens, ils font comme semblant de boire des trucs, mais tu le sais que c'est pas vrai. Puis il y a comme une espèce de malaise qui s'installe avec ça. Puis j'ai l'impression que c'est un. En tout cas, moi, c'est ça que je ressens en regardant le méta. Autant je suis amazed par l'ampleur du projet, autant je sais pas. J'ai mes réserves. Éventuellement, Olivier, tu ne penses pas qu'on serait capable d'aller plus deep, d'avoir, mettons, une caméra qui scanne un peu. OK, là, tu bois de l'eau. Ben, ton personnage boit de l'eau. Tu sais, le film Player One, on en parlait la dernière fois, c'est que tu joues aux jeux vidéo, mais quand tu cours, quand tu tournes, quand tu ressens quelque chose, c'est la vraie sensation. Fait que moi, je pense que là, il y aurait une valeur ajoutée. Mais présentement, c'est sûr que là, c'est juste tes yeux. Premièrement, regarder un écran, j'imagine que ça ne doit pas être super bon pour des yeux d'être proche d'un écran comme ça, H24. Là. Puis ensuite, quand tu fais, mettons, un sport ou whatever, ben, c'est juste tes yeux, tu as tes mains, mais c'est pas la vraie expérience humaine. Fait que moi, je pense qu'éventuellement, si on a un tapis roulant, une affaire, là, ça pourrait vraiment être encore mieux. Puis peut-être une caméra qui permet de faire ça. Mais c'est vrai que boire quelque chose en virtuel, c'est un peu bizarre. Là. Ouais, c'est ça. Right. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ça. C'est un beau sujet. On va sûrement en reparler éventuellement. Là, mais là, je veux vraiment qu'on parle de nos livres qu'on voulait présenter. Donc, de chacun, rapidement, juste présenter un livre et de dire peut-être pourquoi vous avez choisi ça comme votre livre fétiche, votre livre coup de cœur. Moi, j'ai décidé d'y aller un peu avec le thème d'aujourd'hui. Donc, on a parlé du NFT d'Olivier Primo. Fait que j'ai sorti le livre Parce que mon père est riche de Olivier Primo. Donc, ça, c'est un livre, comme vous pouvez voir, là, qui a pas tant beaucoup de texte, beaucoup d'images, mais c'est très inspirant. Tu sais, ça présente vraiment l'histoire de Olivier Primo, donc de comment il a créé sa business, puis d'une façon vraiment imagée. Tu sais, c'est pas très long à lire. Puis c'est intéressant parce qu'Olivier Primo, je trouve que c'est un des entrepreneurs les plus grands qu'on a présentement du Québec. Là. Tu sais, il fait rayonner le Québec à l'international en créant des festivals avec des vedettes vraiment connues et tout. Puis tu sais, il présente comment il est passé d'un beach club à avoir des boissons, des hamburgers, des festivals, maintenant un magasin de franchise de pizzeria. À quel point il a réussi à prendre sa popularité, sa communauté, puis créer quelque chose de big. Donc, ça, c'est mon livre. Cool. Anthony, je pense que tu l'avais aussi devant toi. Ouais. Okay. Ouais. Donc, Tony Robbins, Inébranlable, c'est son nouvelle apparition de livre. Dans le fond, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël de ma mère, puis je viens de commencer de le lire. Je suis rendu ça à la page 75, mais ce qu'il nous dit, c'est l'investissement, puis de mettre de l'épargne de côté, donc 300 $ par mois idéalement, puis de mettre ça pendant plusieurs années. Puis comment ça peut fluctuer après plusieurs années avec un compte à rendement. Là. Ils expliquent vraiment comment le marché de la bourse fonctionne aussi, avec les récessions, les rectifications, comment ça fonctionne, tout ça, les marchés haussiers, marchés baissiers. Donc, tu sais, c'est vraiment plein d'informations autour de l'investissement qui est vraiment très, très intéressant. Donc, je vous recommande ça si l'investissement en bourse, ça vous intéresse. Beaucoup de trucs pratiques pour commencer à build une certaine richesse personnelle. Oui, puis je rajouterais aussi parce que mon père le livre vraiment populaire qui parle de bourse. Là, Rich Dad, Poor Dad? Rich Dad. C'est ça, Père riche, Père pauvre aussi. Tu sais, ça parle vraiment de comment créer de la valeur. Il met de l'immobilier aussi là-dedans, donc ça, c'est super intéressant. Donc, c'est ça, si vous vous intéressez à l'immobilier, la bourse, comment créer de la valeur, ça aussi, c'est un très bon livre, un must-read. Puis en plus, à la fin de chaque chapitre, il pose des questions. Donc ça, éventuellement, quand j'avais lu le livre, j'étais comme, hey, man, on pourrait créer des cercles de lecture qui répondent à ces questions-là avec un groupe de personnes. Je me dis, là, on a justement ça, un cercle de personnes. Fait que pourquoi pas prochainement prendre des questions qui parlent d'entrepreneuriat, d'investissement, puis juste les lire, sont super intéressantes, les questions qui sont proposées dans le livre, éventuellement. Maintenant, Olivier, donc ton fameux livre. Yes. Juste avant, il faut que je rectifie le tir parce que sinon, on va peut-être me lancer des rushs. Fait qu'il faut que je me back. Georges Saint-Pierre, je suis allé faire une recherche quick sur le site web, puis ça a l'air que ça fait depuis 2019 qu'ils sont partenaires. Fait que, pour l'aspect publicitaire, j'ai
tout reste en place. C'est encore vrai. La seule affaire, c'est que quand j'ai dit il y avait probablement une liste de personnes, c'est ça qui était probablement erroné. Donc, ils ont dû faire affaire avec Georges Saint-Pierre. Mais je trouve encore que ce n'était pas une bonne idée de l'utiliser, surtout quand tu es un partenaire depuis longtemps, de l'utiliser pour faire des ventes de fin de saison. En tout cas. Fait que, juste pour clore, c'est ça. Fait que Vincent d'Amérique, nice job. Puis je m'excuse de ne pas avoir pris plus de temps pour m'informer. Mon livre, que vous ne verrez peut-être pas parce que ma caméra est floue, mais en tout cas, c'est Sous les arches de McDonald. Donc, c'est un vieux livre de John F. Love. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de McDonald's. Donc, vous avez probablement déjà vu le film The Founder. C'est ça, mais plus in-depth dans le comment du pourquoi McDonald's est rendu ce qu'il est. C'est un vieux livre, mais j'aime bien le franc-parler de l'auteur. Tu sais, je trouve que c'est... maintenant, ils prennent un peu soit avec des pincettes, ou soit ils extrapolent tous les résultats qui vont y avoir. Mais je ne sais pas, je trouve que genre, le style d'écriture est vraiment comme réel. C'est qu'est-ce qui s'est passé comme fait, puis voici pourquoi est-ce que ça a fait ça. Mais tu as parlé vite du film. Tu veux-tu juste faire une petite capsule info? Parce que moi, je l'ai vu, le film, je l'ai adoré, mais peut-être juste dire pour ceux qui l'ont pas vu, pourquoi ils devraient le regarder. Parce que, premièrement, c'est un excellent film. Juste pour vous situer, The Founder, c'est l'histoire de Ray Kroc. Donc, il y en a beaucoup qui pensent à tort que Ray Kroc, c'est le fondateur de McDonald's. Mais dans ce film-là, vous avez l'histoire un peu romancée de qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais ça vous donne quand même une bonne idée là, de comment est-ce que Ray Kroc est passé de simple vendeur dans une entreprise qui fonctionnait moyen à un chef de troupe d'un des plus grands empires en entreprise. Donc ouais, c'est ça. Fait que prenez ça un peu à la légère. Tu sais, c'est pas totalement vrai. Ray Kroc n'a pas rencontré les frères McDonald de cette manière-là. Il les avait rencontrés bien avant, puis il leur avait vendu, ils vendaient dans le fond des machines à milkshake, pardon. Puis c'est ça, ils ont eu comme 2-3 ans qui ont été partenaires, puis ils vendaient ces machines avant qu'ils fassent la proposition de s'impliquer dans McDonald's. Donc, c'est ça, il y a plein de trucs comme ça des mythes qui sont démystifiés dans ce livre-là. Mais The Founder, c'est un très bon film. Là. Moi aussi, ça fait partie de mes films cultes en entrepreneuriat. Fait que si l'entrepreneuriat, ça vous intéresse, puis que vous voulez savoir un peu plus c'est quoi l'histoire de McDonald's, je vous encourage à aller l'écouter. Oui, parce qu'il y a ce film-là, puis il y a aussi le film du fondateur, I guess, de Facebook. J'ai oublié le nom en français. Là. Je pense que c'est le... c'est de social media, de social network. Oui, social network. En français, j'ai aucune idée, là, mais... Le réseau social. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui m'impressionne dans les deux, c'est que j'ai l'impression que c'est comme... Je pense que c'est eux qui ont créé l'entreprise, mais quand tu y penses, on dirait qu'ils ont comme juste je vais emprunter un concept qui fonctionne, puis le faire, puis genre les deux... l'améliorer x10. Ça, Facebook, c'était deux frères, genre, puis ils ont comme... il a pris l'idée, puis il l'a mieux développé. Même chose pour McDo, ça comme un peu... OK. Ça enlève un peu la gloire de ces personnes-là. Je me dis, ils n'ont pas nécessairement trouvé l'idée. Puis pour aller plus loin à ce que tu dis, Olivier, il y a un livre que j'ai dû lire dans un de mes cours, mais que finalement j'ai adoré. Ça s'appelle Le e-mythe de l'entrepreneur réussi. Très bon, très bon. Donc ça, voilà, donc ça fait un lien un peu avec la technique McDo. Donc de dire, moi, ce que j'ai retenu, c'est en gros, c'est que quand vous avez une entreprise et que vous voulez qu'elle fonctionne, assurez-vous de créer une entreprise qui a un système qui fonctionne, qui est clair, qui est performant. Donc, de se dire, imaginons que mon entreprise est multipliée par 5000. Mais qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant pour que ça soit clair au niveau des règles, au niveau des couleurs de mon entreprise, au niveau de qu'est-ce que les employés, comment s'habillent, comment ils fonctionnent. De cette façon-là, si tu veux dupliquer ton entreprise ou la revendre, c'est ton entreprise qui va valoir quelque chose. Donc, tu mets des employés qui travaillent, puis tu es capable de répliquer le concept. Fait que si tu as, mettons, une boulangerie, tu mets plusieurs employés, puis ça fait un Tim Hortons. Fait que Tim Hortons, avec un manager, un employé, ils sont capables de fonctionner. Mais si tu as juste un entrepreneur qui crée une boulangerie, puis que tout dépend de lui,
qui n'a pas créé de structure, qui n'a pas d'employé, qui n'a pas de façon de faire, mais il ne va jamais être capable de dupliquer puis de créer de la valeur. Au final, il va savoir créer un emploi pour juste travailler. C'est un salarié dans sa propre entreprise. Fait que toi, eux, ce qu'ils disent, c'est travaille sur ton entreprise, fais comme si elle allait être multipliée par 5000, même si au final, elle ne l'est pas, parce que ça va juste clarifier tes activités, ça va rendre ça le plus simple possible pour que quelqu'un soit capable de travailler sans nécessairement avoir de l'expérience. En même temps, ce n'est pas possible dans tous les modèles, mais ça, c'est vraiment intéressant, essayer de trouver un fonctionnement qui fait de l'allure et qui est efficient. Oui, puis tu sais, Mathieu, ça m'a fait penser quand on parlait du film McDonald's, il y a vraiment une scène qui m'a marqué quand j'ai vu ce film-là. À un moment donné, il est dans son bureau, puis il regarde ses marges de profit qui sont très, très minces, comme il fait peut-être 1 sou sur un hamburger d'un petit cheese. Là. Ouais. Là, ça ne marche pas, je ne peux pas capable de payer mes dettes. Puis il parle avec un courtier immobilier ou un développeur immobilier, puis il dit tu ferais beaucoup plus d'argent si ton système de franchise, dans le fond, tu louais le loyer à des franchisés. L'argent est dans les buildings. Si tu es un investisseur puis tu construis toi-même tes buildings, c'est là que tu vas faire l'argent. Puis là, il y a eu un déclic. C'est vrai, dans le fond, leur pouvoir chez McDo, c'est la quantité de restaurants qu'ils ont partout dans le monde. Ouais, tu sais, je pense pas que tu as les statistiques devant toi, mais c'est ça. Ils ne font pas l'argent juste avec les hamburgers, mais c'est parce que prends tous les franchisés qui possèdent du real estate, qui en ont partout aux États-Unis, partout au Canada, mais eux, ils reçoivent à la guest un montant mensuel. Fait que, ils possèdent des milliards juste je ne veux pas dire n'importe quoi, peut-être des millions, des milliards, whatever. Il faudrait aller faire des recherches, mais en revenus immobiliers. Donc, c'est ça qui est fou. Puis quand tu es quelqu'un qui n'est pas en marketing ou en business, des fois, tu ne le vois pas. Tu es comme, c'est vrai, comment ça, ils sont capables de faire de l'argent avec un trio régal à 5,79 $? C'est pas ça, là, c'est parce que le loyer, fois multiplié par tous les autres à faire, mais ça, c'est fou. Mais un truc, peut-être, je ne sais pas si vous avez un commentaire à dire sur ça. Oui, le loyer, c'est une chose. C'est un truc qui est récurrent, mais aussi juste pour avoir les frais que tu payes pour avoir le droit de t'appeler McDonald's, les droits de franchise. 2 millions. C'est ça coûte 2 millions. Puis ça, c'est quand tu es mal situé aussi. Mal situé, ça n'existe pas, mais c'est quand tu es situé genre dans un truc normal. Mais mieux tu es situé, ou tout dépendant du pays dans lequel tu es, dans la région dans laquelle tu es, ça peut monter quand même vraiment rapidement. Puis c'est tellement high standard que tu veux te lancer une franchise, OK? Tu veux acheter puis partir ta propre business. McDonald's, il t'aide à faire absolument rien. Tu fais juste avoir le nom de l'entreprise, puis le reste, c'est toi qui dois le débourser. Mais tu dois quand même passer un examen pour que tu dois te rendre genre en Californie, tu dois suivre de la formation pour être, être vraiment formé comme les autres franchisés. Puis, c'est ça, tu dois passer un examen, puis tu dois montrer que tu as, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais tu dois avoir une trésorerie comme insane là, pour être capable de payer tous tes coûts puis tous tes frais d'opération. Mais ouais, non, c'est ça. Puis tout ça, c'est juste une franchise. T'sais, ils ne vont pas t'aider. Tu n'as pas de soutien de McDonald's. Fait que je trouve que l'image qu'ils ont réussi à se faire en plus de ça, comme quoi c'est prestigieux d'avoir un restaurant de fast-food, je trouve que c'est ingénieux. C'est vrai, ça. Mais qu'est-ce que tu disais aussi, c'est vrai, puis j'ai vu ça dans mes cours, je pense qu'ils ont créé l'école du burger. Genre, c'est comme un. L'université du burger. L'université du burger, fait que ça, c'est insane. Puis ce que tu disais sur avoir de l'argent, moi, j'ai fait des recherches pour avoir une franchise parce que c'est un mix entre te lancer en affaires versus travailler dans une entreprise. C'est quand tu lances une franchise, tu sais que la demande est là, puis tu sais que c'est déjà un concept qui a été prouvé. Donc, c'est bon pour un entrepreneur. Moi, je voulais m'initier en créant une franchise. Je peux vous le dire, là, au début, c'était Monsieur Puff que je voulais lancer. Il y en avait juste 2-3 dans le temps. Là, fait que ça arrêtait le bon moment. Mais j'étais encore aux études. Fait que je me suis dit, je vais focusser sur mes études. Maintenant, on sait qu'il y en a vraiment beaucoup. Après, là, j'ai eu l'idée de lancer, c'était Potting Edge. Ça aussi, c'est intéressant, mais ça demande vraiment beaucoup d'argent. Puis quand j'ai demandé à un banquier, il disait, ils vont vraiment aussi aller avec la notoriété de la franchise. Mettons un Subway, ils savent que si tu fais faillite, ils vont pouvoir aller à la maison mère et avoir leur argent versus un Potting Edge où il y a des coûts irrécupérables ou des coûts qui peuvent pas, tu ne peux pas revendre nécessairement tout l'immobilier parce que c'est des choses, mais c'est difficile. Puis aussi, un autre défi, c'est que je voulais avoir Monsieur Pretzel. Monsieur Pretzel, moi, je voulais juste avoir mon petit kiosque bien tranquille qui vend des pretzels. J'allais me mettre dans un centre d'achat ou whatever. Puis là, ça disait qu'il fallait que tu en aies plusieurs. Fait que c'est là que tu es comme, là, je ne suis pas pour avoir 4 Monsieur Pretzel, j'en voulais juste un. Puis après, ça te dit, il faut que tu aies une valeur nette de 200 000 ou 100 000 $.
Mais crime, je veux dire, tu es un étudiant, tu viens de commencer, c'est pas possible. Fait que je pense que de te mettre avec peut-être un mentor, quelqu'un qui a plus d'argent, qui te laisse travailler puis qui te donne de l'argent, peut-être que c'est bon. Ouais. Puis sinon, le sujet que je voulais parler avec McDo, c'est que moi, je suis étonné qu'il fonctionne encore aussi bien. Je me dis, on est de plus en plus, la santé, bien manger, manger les vegans et tout. Puis là, eux, ils sont encore des fast-food, puis le monde, ça fonctionne aussi bien. Fait que je me dis, comment ça? Comment Parce ça? qu'ils sont tellement bien implantés dans notre routine de vie. L'autre Ouais. truc, là, c'est Coca-Cola. Hmm. Coca-Cola, Warren Buffett avait nommé, il a dit, il y a 2 entreprises dans lesquelles j'investis toujours parce que je sais que ça ne va jamais mourir. Hmm. C'est Coca-Cola puis McDonald's. Oh my God. C'est 2 trucs que ça ne va jamais die out. Il va tout le temps avoir quelqu'un. Tu sais, la meilleure affaire, là, le meilleur coup de pub qu'ils ont eu, c'est même pas McDo qui l'avait orchestré. C'est la personne elle-même qui a juste fait ça pour le fun. C'est Alexandre Despatie. Alexandre Despatie, avant le plongeur olympique, Ouais. avant qu'il aille sa campagne avec McDonald's, lui, il avait gagné sa première compétition aux Jeux olympiques. Puis la première chose, quand il s'est fait interviewer, il leur a demandé, c'est quoi la première chose que tu vas faire en retournant chez toi? Puis il a dit, je vais aller manger un Big Mac. Oh non. Juste parce que, juste Wow. parce que c'était quelque chose de Wow. réconfortant. Puis c'est vrai, tu sais, en fin de soirée, là, le nombre de personnes qui se ramassent chez McDo, Oui. parce que Ouais, Je peux le confirmer. c'est c'est ça. réconfortant, exactement. C'est Fait que vrai. même si on a un mode de vie qui est plus santé, Ouais. McDonald's va quand même rester là, puis ils vont s'adapter ou ils vont trouver d'autres moyens d'aller nous chercher. Mais McDonald's, Coke sont là pour rester, ils ne vont pas partir. C'est ça. Puis moi, ça me fait penser moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis j'allais chez McDonald's, c'est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui, là, tu sais. Aujourd'hui, on avait toutes les mascottes de McDo, les trucs, les jeux à l'intérieur, les glissades, les trucs à balles. Puis là, aujourd'hui, il n'y a plus ça, là. C'est rendu comme plus moderne, puis ça suit un peu Ouais. ça grandit avec nous, puis ça grandit Ouais. avec leurs clients. C'est ça qui est intéressant. Ils sont rendus plus que café, bistrot, genre. Puis tu sais pourquoi ils ont retiré le truc familial? Non, vas-y donc. Parce que les gens, ils passaient trop de temps sans consommer. C'est OK, vrai. ouais. Ben, McDo, ils veulent que le monde vienne rapidement puis qu'ils s'en aillent. Ils font plus le d'argent, il service, y a plus de place. Ben oui, c'est vrai. service rapide, Ouais. exactement. Puis en même temps, ils ont changé ils ont amélioré leur branding parce qu'à la place d'être un truc uniquement familial, là maintenant, c'est un truc qui est, tu sais, ça reste du fast-food, mais l'image, tu sais, de l'extérieur, les McDonald's ont l'air un peu plus comme high class. C'est ça. Légèrement, on s'entend, c'est pas un restaurant 5 étoiles, mais ça fait plus high class que quand tu avais les gros bonhommes, les grosses mascottes qui étaient dans la fenêtre, puis tu voyais les enfants morvés dans les glissades. Fait que tu En le même sais temps- que. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, j'ai vu un meme. Vas-y, continue. OK, ben, dernière affaire, il y avait un autre truc aussi, le pourquoi est-ce qu'il y avait retiré les espaces jeux. C'est parce qu'il y avait des clients qui disaient qu'eux, ben, il n'y avait pas d'enfants ou ils venaient pour manger, mais ils ne voulaient pas être dérangés. Puis les cris des enfants, ça les dérangeait. Mais Fait qu'ils ne oui. venaient plus consommer à cause de ça. Fait qu'ils ont décidé, ils ont fait OK, ça coûte moins cher de loyer, on va enlever ça, puis on va changer notre branding un peu. Ouais, puis le meme que j'avais vu, on dirait qu'il disait que d'année en année, McDo devient de plus en plus depressed. On commençait blanc, bleu, jaune, les jeux. Puis là, c'est gris, c'est noir, puis tout. Mais ouais, puis j'avais vu un moment donné qui disait que les bancs ils étaient en plastique, pas juste parce qu'ils voulaient mettre en plastique, mais parce que moins tu es confortable, moins tu vas vouloir rester. Mets des banquettes confortables, tu vas vouloir rester là, faire tes devoirs et tout. Puis aussi, pour revenir à tantôt, quand on disait, ben, pour innover, je pense qu'eux, ils ont juste à rajouter aussi un menu santé ou des salades ou whatever. Mais en même temps, Ils les en ont salades, déjà. on sait qu'avec la sauce, c'est pas nécessairement plus santé. Mais les Non, mais- salades ont pris le champ, là. Il n'y en a plus de salades, là. Oh non? Non, depuis la pandémie, il n'y en a plus. Mais Ah, c'est ça, mais l'affaire, c'est qu'il en offrait. Il offrait Ouais. des salades, puis les salades étaient pas si mauvaises que ça pour la santé. Mais l'affaire, c'est que quand tu vas chez McDonald's, as-tu envie, toi, de t'acheter une salade? c'est Quand tu vrai. vas chez Ça fait McDo, sens. c'est parce que tu sais que tu veux consommer quelque chose Ouais. de pas bon pour la santé. Fait que je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. C'est sûr que s'ils voient une baisse dans la demande de leurs produits puis que les gens sont moins intéressés à leurs produits, là, OK, ils vont peut-être devoir faire un switch. Mais présentement, les gens, ils vont là pour le réconfort. Puis Ouais. Mais en même C'est temps, ça. j'ai jamais compris leur stratégie. Comment ils peuvent faire de la pub pour avoir des jeux en plastique pour les enfants quand, selon moi, puis je pensais savoir, c'est que c'est interdit de faire de la pub pour les enfants en bas d'un, je
sais pas en bas de quel âge, mais il me semble qu'il y avait une 13 ans. interdiction. Mais il me semble qu'il y avait une interdiction. Puis on s'entend que McDo, quand tu étais jeune, puis la raison de pourquoi il y a des milliers d'enfants qui allaient là, c'est parce qu'ils voulaient avoir leur petit jeu en plastique qui allaient souvent jeter juste après après avoir joué quelques fois avec. Fait que comment McDo, comment ça peut être légal de prendre l'enfance de prendre avantage des enfants pour que les parents ils soient comme bon, OK, moi, pour que mon enfant arrête de chialer, je vais l'apporter au McDo, genre. Parce que c'est pas de la publicité. Ouais. Je sais qu'avant, ils en ont fait des spots publicitaires parce que je ne sais pas c'est quoi l'année, mais c'est quand même relativement récent, là, la publicité au moins de 13 ans là, que tu n'as pas le droit de faire. Ah, OK. Puis même à ça, ils ont été très smart parce qu'ils faisaient de la publicité pour un Big Mac. Puis ils le faisaient passer sur les chaînes de télé pour enfants. Puis quand il était passé en cours, il avait dû s'expliquer sur pourquoi est-ce qu'il avait fait une pub pour les enfants, puis pourquoi est-ce que c'était pas destiné aux enfants. Puis ils ont dit parce que le Big Mac, c'est pas un repas qui est pris par les enfants, c'est pour les adultes. Puis juste avec cet argumentaire de marde-là, ils ont réussi à gagner leur cause. OK. Genre, c'est pour l'adulte, c'est pour le parent de l'enfant qui écoute le show. Exactement. Okay. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, il y avait les mascottes qui dansaient derrière, là. Ah, ben, tabarouette. Fait que, les gens, les enfants, eux autres, ils avaient envie d'aller chez McDo. Mais sinon, pour les petits jouets à l'intérieur, c'est ça, c'est pas de la publicité, c'est une prime, là. C'est un truc qu'on te donne en cadeau, puis ça, il n'y a pas de réglementation là-dessus parce que c'est un cadeau. Fait que... En même temps, quand tu as des millions de dollars ou whatever à investir juste pour un avocat ou whatever, ben, on s'entend que les petites personnes qui te poursuivent ou whatever, tu es capable de. Il y en a qui sont comme c'est quasiment mieux de payer la fine, de payer l'amende que whatever. Puis après, tu continues de le faire, tu payes l'amende, puis au final, le monde, ils viennent quand même. Mais ouais, sinon, une autre affaire, on peut en parler vite, mais après, il faudrait annoncer le gagnant, puis du e-book, puis la ressource. Comme ça, on a déjà parlé depuis un bon moment. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on discute, mais c'est super intéressant. Mais un autre truc que je voulais parler qui parle un peu qui fait le lien avec McDonald's, c'est Tim Hortons. Je ne sais pas, vous, si vous voyez que c'est une pente ascendante ou descendante, mais moi aussi, je suis en train de voir ça. Puis je me dis, étant un consommateur quand même souvent régulier du thé, je me dis, il y a plein de choses qu'ils pourraient faire, là. Donc, il y a probablement la technologie. Donc, moi, quelque chose qui me fait chier, c'est que tu t'en vas à la commande à l'auto, tu veux commander des beignes. Ah oui, j'aimerais avoir. Ah, ben là, quel beigne est disponible? Ah, tel beigne. Ah oui, pardon, je vais aller voir s'il est disponible. Ah, il va. Elle revient. Ah, il n'y en a plus. Ah, ben celle-là. Non, ben, au final, je vais juste vous dire ceux qui restent. Pourquoi il n'y a pas juste un écran qui dit, genre, avec une intelligence artificielle ou whatever, qui dit il y a combien de beignes de disponibles de chaque, avec le nom, comme ça, tu fais juste le dire. C'est plus rapide, les employés, ils sont moins chiés. Après, ça peut être dit fréquemment acheter ensemble. Fait que, mettons, tu achètes un cappuccino ou un beigne, ça te dit ceux qui restent. C'est juste des petites affaires comme ça, ici, là. Ça te montre que tu penses à ta clientèle puis que tu vas améliorer ton service. Mais là, on dirait que la qualité a diminué. Je ne sais pas si c'est depuis l'acquisition de, je pense, une entreprise brésilienne. Je ne sais pas si c'est ou Burger King. Je ne sais pas si c'est Burger King. C'est MTY, si c'est depuis cette acquisition-là que ça part en couille, mais je sais que j'avais déjà vu une vidéo sur YouTube d'un gars, un autre entrepreneur qui disait qui faisait une prédiction que la fin du team allait être dans les prochaines années. Fait que je ne sais pas, vous, c'est quoi votre bet sur ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais voilà. Je pense que tu l'as bien dit. Oui, Burger King, ça a été une grosse affaire. C'est plate parce que, dans le fond, ce qu'on achète chez Tim, moi, ça a toujours été le café. Comme les travailleurs, on va chercher un café, mais aujourd'hui, le café chez Tim me coûte la pisse. Mais avant, il était bon, mais c'est parce que c'est rendu le fournisseur dans le fond, du café, c'est rendu le fournisseur chez McDonald's maintenant. Ils ont transféré chez McDo. C'est pour ça qu'il coûte beaucoup mieux chez McDo qu'avant. Fait que Burger King aussi, juste les trucs de cup de beurre de peanut, c'est plus ça. C'est plein de trucs comme ça. Puis il y a aussi au niveau de la modernisation, chez McDo, il y a des écrans que tu peux commander toi-même, mais d'implanter ça dans un. J'ai pas vu ça dans aucun Tim Hortons. J'en ai vu un d'un thé, mais c'était fermé. Donc, regarde, c'est ça. Fait que c'est pas aussi implanté que dans McDo que lui, ça fait comme 5 ans ou plus que ça existe. Là. Fait que, je pense qu'ils ont de la misère à se moderniser là-dedans. J'ai l'impression, quoi. Ouais. Puis toi, Olivier, t'en pensais quoi? J'ai vu que tu as fait pente descendante. Fait que je pense pas que tu penses que c'est positif pour l'avenir, mais. Non, moi, j'ai l'impression, en fait, que. Excusez-moi, distraction, TDA. Ouais, j'ai l'impression, en fait, que depuis le rachat de Tim Hortons,
la courbe de R&D, d'innovation, ils se sont juste dit, on a comme une vache à lait, puis on va la laisser comme slowly die out parce qu'on ne veut pas investir plus d'argent dedans. Je ne sais pas c'est quoi, si c'est une bonne stratégie, si c'est ça la stratégie, mais chaque truc qui avait chaque opportunité qui se présentait à Tim Hortons, j'ai l'impression qu'ils l'ont reviré de la main. Pour être totalement honnête avec vous, c'est rare les fois que je vais chez Tim Hortons, sauf quand ils font leur promotion sur les cartes de hockey, parce que moi, je suis un grand amateur de cartes de hockey. Puis je pense que je suis le seul qui en achète aussi. J'étais allé en acheter, puis j'avais demandé, parce qu'il y avait une demande, pas une demande, une limite sur le nombre de cartes que tu pouvais acheter. Puis là, j'ai demandé, puis le gars, il a dit, j'ai le nombre de cartes que tu veux avoir. Puis j'étais genre, OK. Mais, tu sais, McDonald's, le fait que tu puisses commander sans passer à la caisse, le fait que tu puisses commander d'avance, c'est sûr, Tim Hortons, ils ont leur application que tu peux utiliser, mais je connais très peu de gens qui l'utilisent, l'application. Je ne sais pas si vous, c'est différent, mais c'est pas... J'ai l'impression qu'il manque beaucoup d'inventaire quand tu commandes chez Tim ou quand tu vas juste prendre une commande, il manque ça, il n'y a plus de produits. Là, comme exact. On est à une autre place, c'est juste ça. C'est ça, moi, il y a des Tim aussi qui n'ont pas les mêmes choses. Des fois, il y en a qui ont beaucoup de stock, pas assez. Là, mais moi, j'aime bien les roussettes au chocolat, mais il y a un Tim parmi 6 qui en ont. Les autres n'en ont pas. Je suis comme, what the fuck, comment ça? Vous n'êtes pas une franchise? Mais non, ils n'en ont pas. Mais je pense pour conclure ce sujet-là, qu'est-ce qui est plate aussi, c'est que nos opinions n'ont aucune valeur aux yeux des personnes de Tim. Ils ne vont jamais nous écouter. Fait que ça, premièrement, d'écouter leur clientèle, ça, c'est pour s'adapter à ça, c'est de un. Donc, écouter la clientèle on peut avoir une place pour donner des recommandations. Donc, savoir qu'on nous écoute, de un, donc de faire des sondages, whatever. Mais il y a 3 choses. Donc, écouter la clientèle. Deuxième, automatisation, technologie, réduire les irritants. Ça se fait en faisant des sondages. Qu'est-ce qui fait chier? Qu'est-ce qui prend du temps? Les bangs sur un écran, de rendre ça simple quand tu fais la commande à l'auto, au lieu de faire répéter la personne à chaque client, puis de ne pas savoir, moi, je ne connais pas les noms, whatever, et là, je ne veux pas te dire lui si tu n'en as pas. Fait que juste ça, là. Puis le troisième point, ce qui ferait remonter la pente, la personnalisation. Starbucks, là, tu peux rajouter ci, enlever ça, tu peux rajouter 8 affaires, et après, il donne ton nom. Mais pourquoi au Tim, à chaque fois que moi je demande d'enlever une affaire, c'est comme je ne suis pas sûr que le système m'autorise à faire ça. Je ne suis pas sûr que je peux faire ça. Mais c'est quoi qui est difficile à juste rajouter ça? Enfin, pourquoi ils n'ont pas juste comme un peu comme Subway, ils rajoutent un petit comptoir, puis tu peux créer, mettons, un bang sur mesure ou dans ton petit boisson cappuccino, tu peux rajouter un splouche de ci, un splouche de ça. Pourquoi pas? Genre, pourquoi tu ne peux pas juste faire quelque chose de plus? Donc, je pense que ça résume ça. Donc, écouter la clientèle, automatisation, personnalisation. L'exemple de Tim Hortons présentement, je trouve que ça me fait beaucoup penser, je ne sais pas si vous avez connu, je ne sais pas c'est quoi votre âge, là, mais en tout cas, moi, ça va travailler mon âge, mais les Dunkin' Donuts qu'il y avait à Montréal puis au Québec. Oui. J'ai l'impression que la courbe descendante de Tim Hortons, c'est celle que Dunkin' Donuts a eue au Québec. Puis ils ont fermé à beaucoup de places aussi. Hein, on espère que ça ne va pas être ça. On l'aime quand même, notre Tim. Puis pour continuer sur ça, le slogan de Tim aussi, moi, je le trouve insane. Là, il est très bon au niveau marketing. Ça s'appelle « À demain ». Je ne savais même pas que c'est ça leur slogan. À demain. Je ne sais pas si c'est ça leur slogan, mais c'est écrit sur leur porte « À demain ». Moi, je regarde ça, puis je suis comme, moi, je pensais pas revenir demain, mais là, mon cerveau, il est comme, là, s'ils veulent que je revienne demain. On est du matin demain, là. C'est ça, ils veulent créer une habitude. Puis le monde, c'est vrai que c'est du monde. Moi, des fois, je m'en vais au team, puis je revois la même personne à la même heure, ou le monde le matin à 8 heures. Fait que ça, c'est fou, l'habitude qu'ils ont créée, puis ça, ils l'ont. Mais s'ils ne font pas les 3 autres points qu'on a mentionnés, donc d'écouter la clientèle, de miser sur la technologie, réduire les résidents personnalisés, je pense que ça va partir un peu en couille, comme je dis. Puis une entreprise qui est le contraire de ça, qui est en pente ascendante, c'est M. Puff. OK. Je pensais que tu allais dire Couche-Tard. Couche-Tard sont insane. Oui, Couche-Tard, of course, mais M. Puff, ils ont commencé avec des puffs. Là, ils ont plein de boissons chaudes, des boissons froides, des crèmes glacées. Ils ont des franchises partout. Tu passes la file pendant 15 minutes. C'est insane là, à quel point c'est bon. Et tu rentres dans le Mr. Puff, c'est super beau aussi. Leur emplacement, c'est bien présenté, c'est attrayant. Mais il n'y a juste pas l'option de aller là et étudier. Dans les teams, je trouve encore l'avantage, c'est que les personnes âgées ou les groupes ou les personnes peuvent aller dans un team. Même, comme tu disais, Anthony, la dernière fois,
proposer des idées d'investissement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans les teams. Moi, je me mets au team avec mon cousin, puis on travaille sur nos projets, on commande 2-3 trucs pendant le 3-4 heures qu'on reste là. Ça, c'est le fun dans les Monsieur Puffs. Tu peux le faire, mais c'est moins enclin à ça, tandis que dans les teams, dans les Starbucks, tu vois beaucoup du monde qui étudie. Puis, Couche-Tard, je pense que c'est bon, là, Olivier. Je pense que je vais étude de cas. Dans la prochaine discussion, dans 2 semaines, on va parler de Couche-Tard. Couche-Tard sont très forts. Pourquoi Couche-Tard, pourquoi ils réussissent, puis c'est quoi qu'ils font de bon. Ça, c'est le fun. On a fait une analyse de rentabilité dans notre cours de budget d'exploitation sur Couche-Tard la semaine dernière. Bon, c'est super intéressant de voir comment ça fonctionnait leur chiffre. Garde ça pour dans 2 semaines. Regarde ces arguments. Moi, j'ai aussi le livre de Couche-Tard. Je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais ils ont écrit un livre aussi, Couche-Tard, qui parle de son fondateur. Là, je pense que c'est M. Bouchard. Là, j'ai oublié son prénom, là, mais on pourrait parler de ce livre-là et tout. Donc, de parler du livre. Toi, tu avais parlé de l'étude tu as fait une étude aussi dans ton cours. Pour ceux qui nous écoutent ou la rediffusion, ça ne va pas être diffusé un mardi, ça va être sûrement dans la semaine de relâche. Donc voilà, on en reparlera. Maintenant, donc le moment tant attendu pour au niveau du vainqueur ou de la personne qui a remporté le drum roll, ainsi qu'un ou plusieurs fonds de loupe. Là, on va vous les présenter quand vous allez venir récupérer le e-book. Puis avant, petite étoile, ils ne sont pas encore prêts à impression les e-books, donc ça va être dans les prochaines semaines. Mais on va annoncer le gagnant aujourd'hui. Donc, c'est Madame Linda Chanel. Donc, félicitations. Donc, on va écrire ton nom dans le chat ou on va sûrement te contacter par Messenger dans les prochaines semaines. Donc, tu remportes un e-book pour le moment, peut-être 2. Ça va dépendre de comment ça se passe au niveau de l'impression. Donc, sinon, écoute, merci à vous deux d'avoir participé. Donc, c'était bien agréable et bien intéressant comme discussion. Puis, on s'en est parlé tantôt. Maintenant, à chaque fin de discussion, on va lancer le nom d'une ressource en entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs là, pour qu'ils puissent mieux connaître l'écosystème entrepreneurial. Donc, dans les dernières semaines, on avait parlé de la CE. Maintenant, on a fait le lancement de notre e-book. Donc, si vous ne savez pas, on a fait un e-book sur les bases de l'entrepreneuriat au Québec. Plus de 90 pages avec plein de conseils sur le marketing, ressources humaines et plus de 180 noms de ressources, des livres, etc. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site web du REEUQAM. Donc, REEUQUAM. C'est quand même compliqué à trouver, mais ça va être également dans le lien du live, ou sinon, ça s'appelle le regroupement étudiant entrepreneur de l'UQAM. Puis sinon, sur Internet, j'imagine que vous pourriez écrire l'ABC de l'entrepreneuriat fait par le RU. Là, notre SEO, il ne doit pas être encore au top, donc je ne sais pas notre référencement naturel, mais on devrait sûrement apparaître bien prochainement dans les premiers résultats. Et donc, pour conclure, donc la ressource du jour, ça va être Futurpreneur Canada. Donc, Futurpreneur Canada, c'est une entreprise qui peut t'aider, toi, l'entrepreneur, donc au niveau du financement, mentorat, ressources et accompagnement. Mais eux se spécialisent pour les jeunes de 18 à 39 ans. Donc, jusqu'à présent, ils ont soutenu jusqu'à plus de 15 000 jeunes entrepreneurs, puis ils ont aidé à la création de plus de 12 000 entreprises à travers la province. Donc, c'est vraiment une ressource très intéressante pour les entrepreneurs. Donc, vous avez juste à écrire Futurpreneur Canada sur les internets, puis vous allez pouvoir en savoir plus sur eux. Donc, sinon, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à la semaine, dans 3 semaines ou 2 semaines environ. All right. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye tout le monde. Ciao. Bon, ben c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose.
in this life. Win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move in this life.